Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Au cours de la 41e réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a accordé un délai de 30 jours au gouvernement afin d'élaborer une feuille de route détaillée de la mise en œuvre des actions à mener pour l'élaboration d'une politique salariale des agents publics et des suivis des engagements du gouvernement avec les bons syndicats. Le déficit des financements a été identifié comme l'un des défis persistants dans la lutte contre la malaria en République démocratique du Congo. Sur ce, le gouvernement a appelé à une mobilisation collective des ressources. Cette annonce a été faite à l'occasion de la 18e journée mondiale de la lutte contre le paludisme. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette grande édition du journal sur Ecofin Télévision. Comme je l'ai annoncé au sommaire de ce journal, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a au cours de la 41e réunion du Conseil des ministres du vendredi 25 avril à la Cité de l'Union africaine accordé un délai de 30 jours au gouvernement afin d'élaborer une feuille de route détaillée de la mise en œuvre des actions à mener pour l'élaboration d'une politique salariale des agents publics et des suivis des engagements du gouvernement avec le bon syndical. D'après Patrick Mouyaya, qui a fait le compte-rendu de cette réunion de l'exécutif national, l'adoption d'une telle politique permettra à la RDC de renforcer la motivation des agents publics, d'améliorer la qualité de service offert aux citoyens et de bâtir un État plus juste et plus performant. Regardez. Selon le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, ces documents, attendus par le chef de l'État, devraient contenir des actions concrètes à entreprendre, les échéances à respecter, ainsi que les responsabilités désignées, afin de garantir la concrétisation des mesures liées à la mise en place d'une politique salariale équitable dans l'intérêt supérieur des agents publics et de la stabilité du pays. À lui de rajouter que le chef de l'État inscrit cet élan dans le but de susciter la motivation des agents publics, d'améliorer la qualité des services et de bâtir un État équitable. Cette initiative vise à instaurer davantage de justice sociale, à valoriser notre fonction publique et à moderniser notre administration. En effet, notre fonction publique est depuis plusieurs années marquée par d'importantes inégalités en termes d'octroi des primes et avantages conséquents entre certains ministères et services. Ces déséquilibres créent un sentiment profond d'injustice, démotivent nos agents publics et engendrent un désintéressement qui nuit gravement au rendement des services. C'est face à ces constats que le président de la République a pris la décision d'impliquer le gouvernement dans la mise en place d'une politique salariale équitable et moderne et durable. L'adoption d'une telle politique, a-t-il précisé, permettra à notre pays de renforcer la motivation des agents publics. Une annonce qui intervient juste après le lancement, le 23 avril dernier, de l'élaboration de la politique salariale des agents de l'État. L'initiative vise, entre autres, à instaurer une justice sociale, à valoriser la fonction publique et à moderniser le service. Au cours de la même réunion du gouvernement, le préparatif du prochain Conseil national du travail ont été évoqués. Pour le porte-parole du gouvernement, l'objectif de l'exécutif national reste l'amélioration des conditions de travail pour les Congolais et les étrangers travaillant en République démocratique du Congo. Écoutez. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement est revenue sur le lancement de la 37e session proprement dite du Conseil national de travail dont les travaux préparatoires ont débuté depuis le mardi 8 avril 2025. Suivant la vision du chef de l'État qui place l'amélioration des conditions de travailleurs congolais au cœur de ses préoccupations et conformément au programme d'action du gouvernement, elle a souligné que cette session a pour principal objectif de se pencher sur les sujets liés à la préservation des emplois et à l'amélioration de conditions de travail, notamment la fixation ou l'ajustement du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC,
Elle constitue à ce titre une étape essentielle dans la consolidation du dialogue social et dans la mise en œuvre des réformes structurelles orientées vers une croissance inclusive et durable. Ainsi donc, elle invite toutes les parties prenantes, à savoir le banc gouvernemental, le banc employeur et les bancs travailleurs, à ne ménager aucun effort pour atteindre les objectifs fixés. Changeons de chapitre à présent, le bureau du Sénat, sous la présidence de Jean-Michel Sama Lukonde, s'est réuni les vendredis 25 avril au Palais du Peuple pour une séance stratégique consacrée à la planification des prochaines plénières de la Chambre haute du Parlement. Cette rencontre a permis de définir les priorités législatives et les contrôles qui animeront les travaux du mois de mai prochain. Reportage. Au cours de cette réunion présidée par Jean-Michel Sama Lukonde, le sénateur, membre du bureau, ont passé en revue les matières importantes à traiter au cours de plénière du mois de mai prochain. Au sortir de la réunion, la rapporteure du Sénat, Nefertiti Nkundiaza, a précisé que l'objectif principal était d'établir une feuille de route claire, aussi bien pour les séances plénières que pour les travaux en commission. Nous avons eu cette réunion pour essayer de planifier les travaux en plénière pendant le mois qui va commencer, en fait le mois de mai, et aussi d'essayer de voir comment est-ce que nous pouvons organiser aussi le suivi des travaux en commission. Et en ce qui concerne les travaux en Sénat, en plénière, effectivement, nous avons certaines questions de contrôle parlementaire et des questions législatives qui sont en suspens. Et nous avons voulu planifier pour y aller vite parce que nous ne voulons pas laisser du travail non accompli derrière nous. Et en ce qui concerne les travaux en commission, effectivement, il y a plusieurs commissions qui ont commencé à travailler et qui ont de la matière qui requiert en tout cas beaucoup de célérité, beaucoup d'activités, et c'est pour ça que nous avons voulu planifier de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de chevauchement et qu'il y ait un travail assez bien fait. Notons par ailleurs que la question liée à la validation des mandats des 8 sénateurs issus des provinces où les élections sénatoriales avaient été reportées est également inscrite à l'ordre du jour des dossiers à traiter durant le mois de mai. Au cours d'une conférence de presse cette semaine axée sur les mesures de prévention et de gestion de catastrophes naturelles à Kinshasa et dans le pays, ainsi que les réformes menées dans le secteur de l'aménagement du territoire, le ministre Guy Luando est revenu sur les réformes menées dans son secteur afin de préparer le pays à avoir un cadre d'aménagement bien respecté en prévention des éventuelles catastrophes naturelles. On l'écoute. Ce secteur qui a débuté son processus de la réforme depuis 2017, et on doit rendre un hommage au chef de l'État qui a fait de ce ministère le ministère d'État. C'est pour la toute première fois où l'aménagement a été érigé, élevé au rang du ministère d'État. Ça veut dire que ça montre l'importance que le chef de l'État a accordée à ce secteur. Et tout de suite, on s'était mis au travail. Nous avons donc eu, au mois de juillet 2020, un outil extrêmement important qui est la politique nationale d'aménagement du territoire, qui n'est rien d'autre que, vous savez, l'aménagement d'un territoire, cela dépend de ce que nous on veut. À part la politique, on a constaté que depuis 1957, on n'avait pas un cadre normatif. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de loi, à part les décrets sur l'urbanisme, mais qui en réalité n'étaient pas sur l'aménagement. Et donc, le chef de l'État, à travers le gouvernement de la République, s'est penché sur cette question. Et aujourd'hui, je vous ai dit qu'il y a ce projet de loi qui est au niveau de l'Assemblée nationale, donc au niveau du Parlement dont on attend. Donc on pourra y revenir pour en parler un peu plus sur ce que cette loi va changer dans la vie des Congolais. Troisièmement, c'était au-delà des provinces, au-delà des villes comme des ETD, il faut permettre à ce que les provinces, Patrick, tout projet de développement au niveau des provinces, au niveau des ETD, donc au niveau des territoires, au niveau des secteurs, doit faire l'objet d'une planification qu'on appelle soit les plans provinciaux d'aménagement, il y a les plans locaux d'aménagement et des plans simples d'aménagement du territoire. Et pour les élaborer, nous avons donc produit un outil qu'on appelle les guides méthodologiques d'aménagement du territoire pour permettre à ce que les gouverneurs, moi-même j'ai été convié à la dernière conférence de gouverneurs qui s'est tenue à Kalemi pour expliquer aux gouverneurs de province l'importance de se pencher sur cette question parce qu'on ne peut pas envisager développement agricole, développement industriel sans qu'il y ait une planification, ça veut dire un outil d'orientation pour tous ces projets structurants parce que c'est la base même du développement
dans le pays. Autre chose dans ces journaux, le ministre du Commerce extérieur de la RDC, Julien Paluku, a été l'invité spécial le vendredi 25 avril du forum sur la diplomatie technologique. Cette activité qui a eu lieu au Japon a été organisée par Women in Tech, une structure qui regroupe les femmes qui ont excellé dans la technologie, l'entrepreneuriat et d'autres domaines. Dans ces duplex depuis Japon, le ministre évoque les efforts fournis par le gouvernement congolais pour promouvoir la femme. Écoutez. La RDC a une expérience qu'elle a déjà passée, notamment le président de la République qui a ramené tous les enfants à l'école de manière à préparer les générations futures à devoir faire face aux défis. Et les 6 millions d'enfants qui sont rentrés à l'école, 3 millions sont des femmes. Ça, c'était le premier élément important. Le deuxième élément, c'était de rappeler que le président de la République est le champion de la masculinité positive parce que dans son gouvernement, on a plus de 30% de femmes. Et aujourd'hui, nous avons la première ministre qui est une femme. Mais au-delà de cela, nous avons démontré comment la femme participe énormément aux nouvelles technologies. Une femme a été la première en RDC à nous produire un robot roulage qui régule la circulation dans la ville de Kinshasa et dans les grandes villes de la RDC. Une autre femme a fabriqué une voiture électrique à l'aide de l'hydrogène, c'est Sandrine Moubenga aux États-Unis. Une autre femme, qui est la professeure Marie-Claire, est en train de pouvoir insérer la farine panifiable du manioc dans la fabrication du pain. Et donc j'ai partagé toutes ces expériences-là pour démontrer que le continent africain, et particulièrement la RDC, sont des lieux où la femme a cessé d'être cet être humain qui hier n'était réservé qu'à la maternité, qui hier n'était relégué qu'au second plan. Je l'ai également annoncé au sommaire de ces journaux, le déficit de financement a été identifié comme l'un des défis persistants dans la lutte contre la malaria en République démocratique du Congo. Sur ce, le gouvernement a appelé à une mobilisation collective de ressources. Cette annonce a été faite le vendredi 25 avril à l'occasion de la 18e journée mondiale de la lutte contre le paludisme. Igor Biwaka. C'est l'hôtel Béatrice qui a abrité cette grande cérémonie à l'occasion de la 18e journée mondiale de la lutte contre le paludisme, devant un parterre d'acteurs nationaux et internationaux, de partenaires techniques et financiers. Le représentant du ministre de la Santé a d'abord rappelé l'engagement ferme de la RDC à éliminer la malaria d'ici à l'horizon 2030. Je voudrais depuis ma mort rendre hommage, les hommages les plus mérités à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, président de la République, pour sa vision et son engagement en faveur de la couverture santé universelle et en particulier dans la lutte contre le paludisme en mettant chaque opportunité à profit pour mobiliser plus de ressources en faveur du combat que mène notre pays contre cette maladie et vers son élimination à l'horizon 2030. Malgré les avancées enregistrées, plusieurs défis persistent, ceux notamment liés au déficit de financement. Cependant, il persiste un gap pour le opérationnel et l'achat de vaccins. Ce gap est pour couvrir 78 zones de santé à faible impact pour le paludisme. Ainsi, nous appelons les partenaires, tant locaux qu'internationaux, ainsi que nous-mêmes, gouvernement, à mobiliser les fonds nécessaires pour faciliter l'atteinte des cibles de cette vaccination dans toutes les 519 zones de santé que compte notre pays. Il faut rappeler que la République démocratique du Congo est le 3e pays au monde le plus affecté par le paludisme, après l'Inde et le Nigeria. À l'occasion de la journée mondiale du paludisme, célébrée le 25 avril de l'année, le ministère provincial de la Santé du Lualaba, en collaboration avec le programme national de lutte contre le paludisme, a organisé un atelier de réflexion sur la lutte contre le paludisme, axé sous le thème « Réinvestir, réaménager, raviver nos efforts communs pour mettre fin au paludisme ». Cette rencontre a rassemblé divers acteurs de la santé, dont la ministre sectorielle, Dr Kainda Kassela-Pichou, dans la salle polyvalente du groupe scolaire Ewabura. Face à ces défis sanitaires, cet atelier a permis d'explorer des stratégies et des mesures d'hygiène pour combattre ces fléaux qui touchent particulièrement les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Regardez.
Célébrer sous le thème « Réinvestir, réaménager, raviver nos efforts communs pour mettre fin au paludisme » avec comme slogan « Zéro paludisme commence par ma maison », la journée mondiale du paludisme n'est pas passée inaperçue au Lualaba. Ce vendredi 25 avril 2025, jour commémoratif, le ministère provincial de la Santé, en collaboration avec le programme national de lutte contre les paludismes PNLP, a organisé un atelier de réflexion et d'échange dans la salle polyvalente du groupe scolaire Ewabura. Atelier auquel plusieurs acteurs du secteur de la santé ont pris part, dont les chefs de la division provinciale de la santé et d'autres pour tabler autour de l'épineuse question dans le but de réfléchir sur les stratégies et les moyens pouvant contribuer à la lutte contre ces fléaux tueurs, généralement d'enfants de moins de 5 ans, et s'attaquent aux femmes enceintes. En 2024, à titre illustratif, la province du Lualaba a enregistré 695 660 cas de paludisme avec 632 849 cas de paludisme simple, soit 91%, et 62 811 cas de paludisme grave, soit 9%. Face à ces tableaux sombres, le gouvernement Masuka s'investit davantage avec les moyens nécessaires pour infléchir ces fléaux, a souligné la ministre sectorielle. Différentes thématiques ont été abordées, notamment la problématique sur la disponibilité des intrants palus dans les Lualaba, en présence des docteurs Kainda Kasela-Pichou, ministre provincial de la Santé. Ces échanges ont nourri la réflexion. On peut faire la prise en charge du paludisme simple, la prise en charge du paludisme grave et la prise en charge du paludisme chez la femme enceinte. Mais avant toute prise en charge, il est important qu'on puisse poser le diagnostic. Et pour la prise en charge du paludisme, on insiste beaucoup plus sur les diagnostics biologiques. Pour lutter efficacement contre cette maladie, quelques mesures d'hygiène sont à prendre. C'est entre autres assainir son environnement, l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides et aux femmes enceintes de se rendre dès les premiers signes de la grossesse au centre de santé pour des consultations prénatales. Combattre le paludisme afin d'avoir 0 cas de malaria dans son ménage. Le docteur Pichou Kainda a été enfin conduit à la visite des stands aménagés. Et pour terminer, d'après le dernier rapport de la Commission nationale de mercurial du ministère du Commerce extérieur, le prix de la tonne de l'étain a enregistré une baisse considérable de 13,58%. Outre ce minerai, 3 autres produits sont en baisse cette semaine. Il s'agit entre autres du cobalt, du zinc et de l'argent. Situation similaire pour la majorité des produits agricoles et menus forestiers qui enregistrent également une baisse remarquable. Suivez. La tonne de l'étain, minerai d'exportation de la République démocratique du Congo, a enregistré une baisse de 13,58% la semaine allant du 21 au 26 avril 2025. On s'est négocié à 30 891 $ américains contre 35 743,75 $ américains la semaine précédente. Outre l'étain, 3 autres produits miniers marchands ont également enregistré une baisse sur le marché. Il s'agit des cobaltes, le zinc et l'argent. Ces produits sont vendus respectivement à 33 022 $ américains pour la tonne de cobalt, à 2610,5 $ américains pour la tonne de zinc et à 1,5 $ américain pour les kilogrammes de l'argent. La même source indique que les prix des 2 autres produits restent en hausse, à savoir les cuivres et l'or. Un seul produit, à savoir le tantal, qui enregistre une stabilité, les kilogrammes étant à 227 $ américains la semaine en cours. Comparé aux autres semaines, l'étain a observé une baisse des prix sur les marchés internationaux durant la semaine du 10 au 15 mars 2025. Il s'est négocié à 32 103 $ américains contre 33 191 $ américains, soit un recul de 3,28% la tonne. Cependant, durant la semaine du 7 au 12 avril 2025, ces minerais a connu une hausse des prix sur les marchés internationaux en se négociant à 36 312 $ américains contre 34 872 $ américains la semaine précédente, soit une augmentation de 4,13% la tonne. Cette fluctuation a un impact direct sur l'économie congolaise, fortement dépendante des exportations de matières premières, notamment dans le secteur minier.
Ce journal est terminé, mesdames et messieurs, mais avant de nous quitter, voici le rappel de principaux titres. Au cours de la 41e réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a accordé un délai de 30 jours au gouvernement afin d'élaborer une feuille de route détaillée de la mise en œuvre des actions à mener pour l'élaboration d'une politique salariale des agents publics et des suivis des engagements du gouvernement avec le bon syndical. Le déficit des financements a été identifié comme l'un des défis persistants dans la lutte contre la malaria en République démocratique du Congo. Sur ce, le gouvernement a appelé à une mobilisation collective des ressources. Cette annonce a été faite à l'occasion de la 18e journée mondiale de la lutte contre le paludisme. Fin complète de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision. Au revoir.